Des clarifications autour de la reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général, c'est l'un des points abordés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 14 septembre 2022. Le point dans ce journal. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, a procédé ce jeudi 15 septembre 2022 au lancement officiel des travaux inscrits dans le cadre du projet Talent africain à l'international. C'est un projet qui vise à valoriser l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant une expérience internationale d'1 à 2 ans en entreprise. Et puis en interactualité, la Covid-19 est toujours une menace. Ce jeudi, le directeur par intérim des centres africains de contrôle et de prévention des maladies a donné donc l'alerte. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Des clarifications autour de la reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant, au primaire également, au secondaire général. C'est l'un des points abordés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 14 septembre 2022. La séance s'est tenue sous la houlette du président Patrice Talon. Suivons ici le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, pour précision. Réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Ces travaux, inscrits au programme d'action du gouvernement, seront exécutés pour satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs prévus sur cette portion de route, ainsi que pour alimenter en électricité les populations environnantes. En cette première phase, ils impactent les localités de Fidjrosset et de Togbin et consistent en la construction d'un poste haute tension à Togbin et l'extension de celui construit à Fidjrosset par le programme Millennium Challenge Account Bénin 2. L'installation d'un câble souterrain de 400 mm² entre Fidjrosset et Togbin. La construction des réseaux de distribution pouvant desservir plusieurs édifices et la population des zones concernées par le projet, le tout dans un délai d'1 an. En point 4, reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. Lors de sa séance du 3 août 2022, le Conseil des ministres avait autorisé le déploiement de 4 407 nouveaux aspirants au métier d'enseignant au profit des écoles primaires publiques à l'effet de réaliser l'objectif d'un enseignant par classe à la rentrée scolaire 2022-2023. Au regard du nombre de personnes disponibles dans la base de compétences et tenant compte des besoins exprimés par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, il convient de procéder à de nouveaux tests en vue de reconstituer le fichier. Le Conseil y a marqué son accord et les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour y parvenir dans les plus brefs délais. En point 5, acquisition d'équipements agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024 de la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA. Cette société est chargée de conduire, pour le compte du gouvernement, le programme national de mécanisation agricole et la petite irrigation. Elle a, dans un premier temps, acquis 450 kits tracteurs et 150 kits motoculteurs dont la mise à disposition au profit des agriculteurs a été fortement appréciée. Aussi a-t-elle élaboré son plan triennal 2022-2024 visant à couvrir 70% des besoins nationaux en force motrice, soit 5500 kits d'équipements agricoles, dont 2300 pour la période 2022-2023. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés en vue de la fourniture des dits kits à livrer dans les délais prescrits, conformément aux normes et qualités indiquées.
Tôt dans la matinée de ce mercredi 14 septembre 2022, deux individus ont perdu la vie après une attaque contre le poste des douanes à Malanville dans l'arrondissement de Gungun. S'agit-il d'une attaque djihadiste? Des clarifications du gouvernement, c'est avec Romaric Dossa. Il y a eu une action qui s'apparente à celle de délinquants armés qui, à l'aide d'une moto, ont essayé de s'en prendre à un poste de douane où vous savez qu'il n'y a pas de protection particulière comme s'il s'agissait d'un poste de commissariat ou d'une unité de l'armée. Les douanes sont préposées à la collecte des ressources, des taxes au cordon douanier pour favoriser une meilleure mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, pour les actions de développement en un mot. Et chacun sait que les acteurs de la douane sont de plus en plus performants. Cela est-il en lien avec la situation que vous évoquez? Rien n'est moins sûr. Et dans tous les cas, à l'heure où nous parlons, considérez que oui, il y a eu un incident, mais aucune précision, aucune certitude sur la nature qui permettrait de la qualifier de terroriste. Et puis, vous voulez savoir ce que ferait le gouvernement. Même si l'événement n'est pas en lien avec le phénomène terroriste ou djihadiste, vous le savez déjà que depuis quelques années maintenant, le gouvernement du Bénin est à l'offensive sur les questions de sécurité et de protection de notre territoire. Aussi bien la sécurité interne qui a consisté à renforcer la police républicaine issue de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à les équiper de plus en plus et à recruter aussi du personnel pour renforcer les effectifs. Cette proactivité du gouvernement montre combien il est conscient de la question sécuritaire et fait ses preuves sur le terrain puisque, d'évidence aujourd'hui, qu'il s'agisse de nos appréciations domestiques ou de celles d'observateurs étrangers, le Bénin est aujourd'hui remarqué pour la garantie de la sécurité des citoyens, des personnes et des biens de façon générale. Et puis de façon toute particulière, sur le front de la lutte contre le phénomène djihadiste, là également vous savez que depuis au moins 2019, notre gouvernement a pris des mesures d'anticipation, de prévention pour faire en sorte que ce phénomène ne s'étende pas jusqu'à nous. Mais on est réaliste pour observer que, à l'instar du Bénin, d'autres pays côtiers font l'objet de tentatives d'incursion de la part des acteurs de ce phénomène. Et que même dans ce cas, le gouvernement du Bénin a su apporter une réponse efficace au phénomène en s'occupant de déployer du personnel le long de nos frontières nord, d'est en ouest, en mobilisant davantage d'équipements et en faisant en sorte que chaque fois qu'il y a eu des tentatives, elles ont été repoussées. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, a procédé ce jeudi 15 septembre 2022 au lancement officiel des travaux inscrits dans le cadre du projet Talent africain à l'international. C'est un projet qui vise à valoriser l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant une expérience internationale d'1 à 2 ans en entreprise. Plusieurs jeunes et chefs d'entreprise étaient présents à cette rencontre qui s'est déroulée à Cotonou. Romaric Dossa, Yannick Panou pour le reportage. Développer l'internalisation des entreprises de l'Union économique monétaire ouest-africaine en leur facilitant l'accès aux cadres internationaux, jeunes motivés et compétents, renforcer les échanges commerciaux intra-UEMOA, c'est entre autres objectifs du dispositif Talent africain international TAI. Ce jeudi 15 septembre 2022 marque le lancement officiel de ce dispositif au Bénin. TAI est un dispositif innovant d'appui au commerce international pour l'emploi des jeunes diplômés et le développement régional des entreprises. En effet, le dispositif Talent africain à l'international se positionne comme un créateur d'opportunités pour les jeunes. Le dispositif TAI est ouvert à toutes les entreprises béninoises
basée pas seulement dans notre pays, le Bénin, mais même dans l'espace UEMOA, c'est-à-dire les 7 autres pays de la communauté. Il a pour cible les jeunes diplômés de 21 ans à 35 ans, ressortissants de la communauté. Le ministère de l'Industrie et du Commerce béninois n'est pas resté en marge du processus ayant conduit à la concrétisation de ce programme international. Les échanges commerciaux intracommunautaires dans l'UEMOA ne représentent que 17,2% de l'ensemble des exportations regroupant les secteurs formels et informels confondus. Tandis que la part des exportations extérieures à l'UEMOA, notamment vers l'Europe, est évaluée à 48,9%. Les échanges avec toute l'Afrique, y compris la CEDEAO, sont évalués à 23%. Le déficit de la balance commerciale n'est donc plus à démontrer. Le projet TAI, en effet, a vocation à renforcer le développement international des entreprises dans le cadre du mandat des organisations de promotion du commerce de l'espace UEMOA, en facilitant leur accès à des jeunes talents diplômés et motivés. Les responsables de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA se disent très heureux de l'engagement du gouvernement des pays pilotes à accompagner la mise en œuvre du projet TAI. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes constitue pour l'UEMOA une question prioritaire. Pour cette phase pilote, l'objectif visé est le déploiement, comme nous l'avons déjà indiqué, de 200 jeunes TAI dans 150 entreprises désireuses de s'internationaliser. Je formule les vœux que les entreprises et les jeunes diplômés s'approprient ce nouveau dispositif de TAI et aux jeunes diplômés béninois éligibles pour cette phase pilote, je vous exhorte vivement à saisir cette opportunité qui sera sans doute déterminante dans votre carrière. Le programme TAI est un dispositif inspiré de l'expérience du volontariat international en entreprise française dont l'objectif est d'appuyer les politiques nationales en matière d'emploi des jeunes et de leur intégration dans le tissu économique et au développement à l'international des grandes, moyennes et petites entreprises. Démarrage de l'examen du budget exercice 2023 de l'Assemblée nationale du Bénin. Une session extraordinaire a été donc ouverte ce mercredi 14 septembre 2022. À cet effet, c'était donc à travers une plénière dirigée par Dakpe Sossou, le deuxième vice-président de l'institution. Voici le compte rendu. Les commissions pourraient utilement se réunir demain. Cette deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale se tient sur demande de 52 parlementaires. À l'ouverture, il a été procédé à la notification des démissions de 2 députés du groupe parlementaire Bloc républicain. Il s'agit de Hilaire Adoun et Awa Abissiriou qui ont requis le statut de non-inscrit. Après consultation qui sera faite à la prochaine séance, les groupes parlementaires décideront avec le président quelle sera la place que désormais ces députés vont occuper dans l'hémicycle. Quant à la question de l'examen du budget 2023 de l'Assemblée nationale, le projet est confié aux commissions parlementaires en charge des finances et du plan. Celles-ci procéderont à une étude de fond et donneront leur avis. La séance plénière, elle, reprend lundi prochain. La saison pluvieuse rime très souvent avec la période d'inondation. Entre obligations sociales et intérêts de santé, il faut prendre des précautions pour passer ces moments de risque élevé de contraction des maladies hydriques. Suivez ce reportage de la rédaction qui porte sur les dispositions pratiques pour éviter les pathologies liées à l'eau de pluie et aux eaux usagées. Ils sont obligés de traverser les flaques d'eau pour se rendre au marché, au boulot ou se déplacer. L'inondation causée par la pluralité de la pluie empiète sur le trajet ordinaire qu'ils ont l'habitude d'emprunter avant la saison pluvieuse. Les contacts directs avec les eaux de pluie et les eaux usées ne sont pas sans conséquences sur la santé. Et lorsque nous marchons dans les eaux usées, nous avons les maladies de la peau, à savoir la gale, à savoir ce que nous appelons le ver de Guinée,
et beaucoup d'autres maladies qui sont également liées aux eaux usées dans lesquelles nous marchons. Nous avons tout à l'heure parlé de la gale. Lorsque la gale, c'est une maladie qui se manifeste très souvent chez des personnes qui habitent dans les endroits salubres. Les eaux sont usées, ils marchent dans l'eau. Nous avons des éruptions cutanées sur la peau, ce que nous appelons très souvent des pustules, sont des lésions qui sont sur la peau, très souvent au niveau des endroits où la peau est touchée, c'est-à-dire au niveau de la jambe, au niveau des pieds. On voit ça chez les enfants, on voit ça chez les adultes également. Cela s'accompagne d'une irritation, ce que nous appelons le prurite. La personne gratte beaucoup la peau. Et cela également peut se manifester au niveau des régions fessiers. La bonne nouvelle, on peut passer idéalement cette période d'inondation sans contracter l'une de ces maladies hydriques. Il y a dans notre lieu d'habitation, autour de notre habitation propre, éviter les eaux usées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des canalisations, pour que les eaux soient évacuées lors des périodes de pluie, pour que les eaux ne stagnent pas, pour que cela puisse pulluler là et créer une atmosphère favorable à ces genres de contamination, surtout aux enfants. Donc je pense qu'il faut rendre l'atmosphère propre. Et il faut également éviter que les enfants puissent marcher dans les eaux en période de pluie, les garder à la maison. Éviter qu'ils sortent et qu'ils s'amusent dans les eaux usées. Éviter au maximum la traversée directe de ces eaux. Mais dans la mesure où l'on n'a plus autre choix que de les traverser, le médecin conseille le port des bottes. Qu'ils portent des bottes et qu'on puisse se protéger tout au moins contre le passage dans ces champs d'eau usée. Abordons également les informations au plan international. Au Cameroun, l'ampleur du phénomène de dépigmentation de la peau n'est pas du goût de certaines associations. De fortes résistances se forment dans plusieurs villes du pays pour limiter donc la propagation. Pour les soins de sa peau, Myrène a fait le choix d'utiliser uniquement des produits cosmétiques naturels. Le gouvernement camerounais a récemment interdit l'importation des crèmes dites éclaircissantes, car dangereuses pour la santé. Une bonne nouvelle pour les artisanes locales qui prônent essentiellement la biocosmétique pour les peaux noires. Ici, vous avez les feuilles de dattier que j'utilise très souvent pour faire des savons. J'utilise également les feuilles de citron et j'utilise aussi les feuilles de goyavier. Au-delà de ça, je peux utiliser pour certains produits cosmétiques de la bave d'escargot parce qu'on sait très bien que la bave d'escargot est réputée pour lutter contre les vergetures. Cet entrepreneur fait partie de ces Camerounais qui, face aux proportions inquiétantes que prend la dépigmentation de la peau noire ici, ont décidé d'opposer une démarche structurée en vue d'inciter ou d'amener leurs concitoyennes de teint noir à aimer leur peau. À côté des entrepreneurs, il y a également des activistes comme Alex, ouvertement opposé à la dépigmentation de la peau. Il est cofondateur de l'association Black Attitude. Nous, à la Black Attitude, nous voulons que l'Afrique retourne vers son originalité. Le teint noir protège 5 fois plus que la carnation blanche. C'est donc une peau qui est plus résistante, elle vieillit plus lentement et elle n'a rien à envier aux autres carnations. Prôner les avantages de conserver sa peau au naturel, c'est peut-être le message idéal de lutte contre la dépigmentation dans un pays où l'ampleur de cette pratique n'en finit plus d'inquiéter les autorités. Alors que le monde entier célèbre ce 15 septembre 2022 la journée mondiale de la démocratie, en Europe, cela semble ne pas être une réalité. Le Parlement européen dénonce un régime hybride d'autocratie électorale en Hongrie. La Hongrie n'est pas une démocratie. C'est l'analyse du rapport approuvé jeudi par le Parlement européen. Le pays est le seul État membre de l'Union dont le plan national de relance n'a pas encore été validé par la Commission européenne. Ce sont près de 6 milliards d'euros toujours indisponibles pour lutter contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. L'argent est gelé car la Commission demeure inquiète concernant les atteintes à l'état de droit et le peu d'efforts dans la lutte contre la corruption. Pour les eurodéputés, la Hongrie est une autocratie électorale et le conflit en Ukraine a renforcé cette méfiance. La guerre en Ukraine a une implication dans la façon dont la Hongrie se comporte au sein du Conseil avec les autres États membres. C'est le vrai problème que nous rencontrons aujourd'hui sur la souveraineté européenne, sa sécurité et ses liens avec la Russie.
Nous sommes inquiets car la Hongrie menace tout cela parce que la Hongrie est peut-être davantage du côté de Vladimir Poutine et de la Russie que du côté ukrainien. Pour les élus hongrois au Parlement européen, membres du parti au pouvoir à Budapest, ce vote crée avant tout des difficultés supplémentaires. Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban s'est engagé à mettre en place un organisme indépendant pour lutter contre la corruption. Cette proposition doit être présentée la semaine prochaine sous forme de loi. Nous constatons que pendant que se déroule une négociation constructive entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois, la stigmatisation, l'incitation et la génération de problèmes ont lieu ici. Ils acceptent un énième diktat. Merci beaucoup, nous ne demandons pas ce diktat. Le rapport du Parlement recommande de suspendre les fonds européens jusqu'à ce que le pays rectifie ses dérives. La Commission européenne n'a plus que quelques jours avant de se prononcer sur les promesses hongroises. Elle peut donner son feu vert ou couper les moyens au gouvernement. La Commission peut aussi accorder un répit à Budapest. Au Kenya, les habitants subissent la hausse des prix du carburant et pour cause, le nouveau gouvernement a limité la subvention pour les hydrocarbures jusqu'au 14 octobre 2022. Il avait promis de s'attaquer aux subventions à l'alimentation et au carburant et le nouveau président du Kenya, William Ruto, n'a pas perdu de temps. Son gouvernement a partiellement levé les subventions qui visaient à limiter l'augmentation du carburant. Le régulateur de l'énergie a déclaré tard dans la nuit de mercredi à jeudi qu'il avait supprimé la subvention pour l'essence super tout en réduisant celle pour le diesel et le kérosène. Jeudi, le prix de l'essence super a donc augmenté de 20 shillings, soit environ 17 centimes d'euros, tandis que le prix du diesel et du kérosène ont respectivement augmenté d'à peu près 17 et 21 centimes d'euros. Au Kenya, l'essence est surtout utilisée par les automobilistes, le diesel par les transporteurs et industries, tandis que le kérosène sert surtout aux ménages à faible revenu pour l'éclairage ou encore la cuisine. Mises en place par la précédente présidence, ces aides visaient à alléger les charges des ménages dans un pays frappé par l'inflation et le chômage. Mais elles étaient critiquées par le nouveau chef d'État jugé coûteuses et sans aucun impact positif. Selon les autorités kenyanes, les aides au carburant ont déjà coûté presque 1,2 milliard d'euros aux caisses de l'État, dans un pays où la dette frôle les 67% de son PIB. Le retrait partiel de ces subventions restera en vigueur jusqu'au 14 octobre. Je l'annonçais dans les titres, la Covid-19 est toujours une menace. Ce jeudi, le directeur par intérim du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a donné donc l'alerte. Suivons donc son reportage. La pandémie de Covid-19 est toujours une menace en Afrique, a rappelé jeudi le directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Mercredi, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirmait que la fin de la pandémie était désormais en vue. Mais l'Agence de santé publique africaine ne compte pas relâcher la pression sur la vaccination, d'autant plus que moins de 23% de la population africaine est entièrement vaccinée contre la Covid-19. Le directeur par intérim du CDC Afrique, Ahmed Ogwel Ouma, a précisé que les niveaux de protection sont encore relativement faibles, en ajoutant que l'agence s'efforce de vacciner complètement le plus grand nombre de personnes possible et non de se procurer de nouveaux vaccins ciblant des variantes spécifiques comme Omicron. Selon les données contenues dans le dernier bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, au cours de la semaine du 5 au 11 septembre, une augmentation de plus de 10% de décès par rapport à la période précédente a été observée sur le continent africain. Toutefois, ces chiffres sont très faibles. Un congrès interreligieux se tient actuellement au Kazakhstan en présence des représentants de toutes les religions du monde. Les responsables religieux s'entretiennent à propos du développement socio-culturel de l'humanité dans la période post-pandémique. Le 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles a débuté à Nur-Sultan au Kazakhstan.
Le pape François, actuellement en voyage apostolique dans le pays, fait partie des invités de marque ainsi que des hauts représentants religieux pour promouvoir le dialogue entre les croyances. C'est absolument nécessaire d'avoir un dialogue sur les défis de ce monde et d'avoir une déclaration commune très forte pour la paix et pour la justice aussi dans ce monde. La clé pour préserver la paix aujourd'hui dans ce monde instable, c'est de s'engager, de se parler, d'être ensemble, d'essayer de se comprendre, de se connaître personnellement. Et c'est ce qui peut rapprocher les gens. Cette année, le Congrès accueille plus de 50 délégations de représentants religieux du monde entier. Nous faisons ce congrès depuis 2003. Pour comparer avec le premier congrès, il n'y avait que 17 délégations. Maintenant, nous avons plus d'une centaine de délégations et cela montre qu'il y a un intérêt dans le monde et qu'il y a un soutien des chefs spirituels. La chose la plus importante réalisée ici est de normaliser la conversation entre les différentes religions par l'intermédiaire de leurs chefs religieux, de la rendre populaire et importante pour tous les chefs religieux. C'est très rare de se réunir comme ça. Nous ne voyons ça pas fréquemment, mais ça normalise essentiellement l'espace de discussion entre les différentes religions. Et à notre époque et dans notre monde, c'est très important. De nombreux défis mondiaux ont été soulevés lors de ce congrès et la pandémie en faisait aussi partie. Certains des participants ont déclaré que la pandémie a montré à quel point les êtres humains sont connectés, quelque chose que beaucoup semblaient avoir oublié. Et depuis ce mercredi, le cercueil d'Élisabeth II repose à Londres. Le public vient rendre un dernier hommage à la reine décédée jeudi dernier. Regardez donc le défilé d'hommages. Posé sur son catafalque drapé de pourpre, le cercueil d'Élisabeth II continue de recevoir les hommages de dizaines de milliers de Britanniques. Exposé dans la plus ancienne salle de Westminster Hall, il restera accessible 24 heures sur 24 jusqu'aux funérailles de la défunte souveraine lundi prochain. L'émotion se lit sur les visages de ceux qui ont dû patienter de longues heures pour se recueillir devant leur reine, décédée il y a tout juste une semaine. Une très longue attente pour un recueillement bref mais intense. C'était une expérience très émouvante, surréaliste. Nous avons fait la queue pendant 6 à 7 heures et ça s'est fini si vite. Mais à l'intérieur, c'était incroyable. C'était vraiment calme et on ne pouvait pas s'empêcher d'être ému, d'enfin réaliser. Je suis originaire de Malaisie et nous avons été élevés en sachant... Je ne savais pas vraiment qu'elle comptait autant pour moi. C'était très émouvant à l'intérieur, magnifique, paisible. La couronne brillait. Pour moi, la reine était un modèle féminin et elle nous a rendus fiers. Lundi, les funérailles se dérouleront à l'abbaye de Westminster en présence de centaines de dignitaires étrangers. Et c'est tout pour cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes et retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbenin.com en replay. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.